Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est bon, vous m'entendez bien? Sur la vidéo, est-ce qu'on m'entend bien aussi? C'est bon? Je pense que ça doit être bon. Il faut que je rapproche le micro. Bon. Là, c'est mieux? Parfait. Alors, je vais faire l'appel. Arnaud Padeloup. Présent. Jessica Drouet, absente, donne pouvoir à Franck Fontaine. Jocelyn Marc. Présent. Fatima Elouari. Présente. Sébastien Martin. Présent. Marie-Noël Archambault. Présent. Blanche Gall. Pour l'instant absente. Jacques Varlet. Présent. Isabelle Anquetin. Présente. Serenella Pacucci. Absente, donne pouvoir à Franck Fontaine. Isabelle Bento. Présente. Vincent Planche. Présent. Adam Bakaklik. Présent. Frédéric Brequeville. Présent. Guillaume Chabrier. Présent. Emmanuel Avril. Présent. Zora Imad. Présent. Joseph Da. Présent. Dina Varjao. Présent. Jade Mouton-Goudet. Thomas Alberstadt. Présent. Jean-Paul Chevilla. Présent. Laure Nold. Présent. Lassana Dichan, absent, donne pouvoir à Nelligo. Nelligo Présent. et Pierre-Yves Pinchot. Présent. Très bien, nous sommes donc 23 présents et 3 absents avec pouvoir. Je vous fais passer la feuille d'appel si vous pouvez les marger, puis ensuite la faire passer de l'autre côté. Merci. Pour ce conseil municipal du 29 novembre 2021, il nous faut une secrétaire de séance, Madame Bento. Très bien. Quelqu'un voit une opposition à ce que Madame Bento soit secrétaire de séance? Je vous remercie. Premièrement, il y a 4 informations. La première, il s'agit de l'ordre du tableau. Suite à l'élection de 2 adjoints, M. Padeloup et M. Marc, l'ordre du tableau a été refait dans l'ordre protocolaire. Deuxième point, c'est vous avertir des arrêtés de délégation, premièrement de M. Padeloup, premier adjoint, dans les domaines des affaires générales, la sécurité et la communication. Et ensuite, M. Marc, troisième adjoint, dans les domaines des finances et travaux, et également nommé correspondant défense. Troisième point, il s'agit du rapport d'activité de la communauté urbaine. Conformément à l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a produit un rapport d'activité pour l'année 2020 qui a été communiqué aux membres du Conseil avec leur convocation. Ce rapport retrace les défis relevés par la communauté durant l'année écoulée, expose son organisation et rappelle les priorités poursuivies par la nouvelle mandature, à savoir accompagner l'arrivée d'EOL, renforcer le développement économique sur notre territoire, valoriser l'axe Seine, amplifier la transition écologique, notamment avec le plan climat-air-énergie territorial. Il présente également les projets en cours, parmi lesquels l'accueil du prochain centre d'entraînement du PSG à Poissy, la restructuration de la sortie 13 de l'autoroute A13, la préparation des Jeux Olympiques de 2024, le développement des parts d'activité économique qui est en lien avec le renforcement du développement économique, la création d'un office du tourisme intercommunal, l'instauration de nouveaux outils en matière d'urbanisme que nous avons déjà passé en conseil municipal, le RLPI en ce qui concerne la publicité, et le GNAU en ce qui concerne l'urbanisme, l'instruction de l'urbanisme en digital. Voilà, vous avez tous eu ce rapport d'activité, je voulais vous en faire une brève synthèse de cette trentaine de pages que vous avez toutes et tous reçues. Ensuite, le 4e point d'information, c'est sur les ouvertures dominicales des commerces de proximité, des commerces de la commune, pardon. Au cours des exercices précédents, le conseil municipal était traditionnellement invité à autoriser, par dérogation prévue par la loi, les commerces à ouvrir le dimanche, à hauteur de 12 jours par an maximum. Cette autorisation visait les commerces de type hypermarché. Le conseil municipal est informé que cette question ne leur sera pas soumise pour l'année 2022. En effet, les commerces bénéficiaires de cette dérogation disposent déjà d'une réglementation leur permettant d'ouvrir tous les dimanches jusqu'à 13h. Une telle délibération leur permettait ainsi d'ouvrir sur une journée pleine, donc x12, renforçant d'autant leur concurrence avec les commerces de proximité au cœur de village. Donc notamment, on a ouvert une épicerie et on va bientôt ouvrir une boulangerie. Aussi, la municipalité ne juge pas opportun d'autoriser une amplitude d'ouverture plus large le dimanche pour ces hypermarchés. Voilà en information. Ensuite, en délibération. Oui. Je peux vous dire quelque chose. C'est la loi Macron qui avait mis, qui en juillet 2020. Appuyez sur votre micro. Ouais.
C'est la loi Macron qui avait donné ces 12 dimanches, 12 jours ouverts en plus avec la loi de juillet 2015. C'était pas seulement que la municipalité précédente qui avait mis ça en place, c'était suite à cette loi qui avait été votée en 2015. Mais c'est ce que je viens de dire, c'était une loi qui a été votée en 2015 et à l'accoutumée, Mézières-sur-Seine autorisée. Ouais. Sauf que ça change et on ne l'autorise plus. Ouais. C'est étonnant parce que Ça c'est peut- votre patron quand même. Certainement, mais on n'en reste pas moins indépendant. Oui, oui, oui. Bien, merci. Délibération numéro 1, procès-verbal de la séance du 27 septembre. Vous avez toutes et tous reçu ce procès-verbal du 27 septembre. Y a-t-il des questions ou des demandes sur ce procès-verbal? Parfait, je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Procès-verbal voté à l'unanimité. Ensuite, procès-verbal de la séance du 21 octobre. Y a-t-il des interventions sur ce procès-verbal? Non. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 3, je vais laisser la parole à Madame Éloiry. Il s'agit de la suppression de la caisse des écoles. Merci. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur Fontaine. Alors, les caisses des écoles ont été généralisées en 1882 lors de l'adoption de la loi sur l'éducation primaire obligatoire, grâce à Jules Ferry. Ces établissements publics locaux autonomes avaient pour vocation originelle l'allocation d'aide aux familles sans ressources pour permettre la scolarisation de leurs enfants. Au fil des décennies, le champ d'intervention de ces caisses a évolué au gré des besoins de la société, avec la prise en charge de la gestion des cantines scolaires, puis des colonies de vacances et enfin du périscolaire. Ces services à la population, d'abord facultatifs, sont devenus essentiels dans notre société et ont été progressivement intégrés aux services directement pris en charge par les communes. De fait, les caisses des écoles tombent en désuétude. Sur la commune de Mézières-sur-Seine, le recours de la caisse des écoles a ainsi été abandonné au profit d'une gestion en direct par les services communaux. Or, après 3 années d'inactivité de compte de cet organisme, le conseil municipal peut procéder à sa dissolution. Aussi, compte tenu que la caisse des écoles ne s'est pas réunie, ni n'a déployé aucun service ni prestation depuis 3 ans, il est proposé sa dissolution. Considérant que la caisse des écoles de Mézières-sur-Seine ne s'est pas réunie, ni n'a déployé aucun service ni prestation depuis 3 ans, considérant ainsi qu'aucune opération ni de dépenses ni de recettes n'a été effectuée sur les 3 dernières années, considérant dès lors que le maintien de cet organisme est sans utilité pour les Méziérois, il est donc proposé aux membres du Conseil de prononcer la dissolution de la Caisse des écoles de Mézières-sur-Seine, de prononcer la reprise de l'actif et du passif de la Caisse des écoles au sein du budget communal, de dire que cette reprise des résultats sera intégrée au sein du budget primitif communal de 2022. Merci Madame Éloiry. Y a-t-il des questions? Bien, nous allons prendre part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Merci. Vote à l'unanimité. Le point 4, Madame Éloiry, c'est pour vous, avenant au règlement enfance numéro 1 2021-2022. Oui, alors on prévoit un avenant donc, au règlement enfance. Donc, depuis quelques années, l'Éducation nationale organise l'emploi du temps des écoles de manière à ce que le vendredi de l'Ascension ne soit pas travaillé. Les écoles sont donc fermées à cette occasion. De fait, la commune n'a jamais jugé nécessaire d'ouvrir un accueil de loisirs sur cette journée. Et jusqu'à ce jour, cette décision semble sans conséquence pour les familles méziéroises. Aussi, la commission éducation, saisie sur cette question, du fait de l'absence d'indication dans le règlement du service, a émis un avis favorable à la poursuite d'une fermeture du service le vendredi concerné et au maintien d'une journée de congé imposée pour les équipes des services de l'accueil de loisirs, ainsi que du relais petite enfance et de l'espace jeune. Par ailleurs, les agents communaux ont interpellé les nouveaux élus sur une pratique lors des années passées, qui consistait à fermer les services enfance-jeunesse à 13h la veille de Noël. Sur ce point, la commission d'éducation estime pénalisant pour les familles de payer une journée pleine d'accueil pour une contrainte aussi lourde de récupération de leurs enfants à la mi-journée. Par ailleurs, cette fermeture sur une seule semaine de vacances scolaires de la période s'avérait injuste pour les agents tenus de poser cette semaine de congé, puis de travailler jusqu'à 19h le réveillon du jour de l'an. Aussi, la commission d'éducation propose dorénavant que les services enfance-jeunesse ferment exceptionnellement leurs portes les veilles de Noël et du jour de l'an à 17h au lieu de 19h habituellement.
Il convient donc d'inscrire ces décisions par avenant au sein du règlement enfance-jeunesse afin que ces fermetures soient connues de tous. Considérant qu'il y a lieu de préciser au sein du règlement enfance-jeunesse les dates de fermeture exceptionnelle des services, il est proposé aux membres du Conseil d'ajouter à l'article 3 qui figure sur le règlement enfance-jeunesse 2021-2022 la mention selon laquelle la LSH sera fermée toute la journée du vendredi de l'Ascension. D'ajouter à ce même article que le centre de loisirs sera fermé à 17h au lieu de 19h les 24 et 31 décembre 2021. D'acter la fermeture du relais petite enfance ainsi que de l'espace jeune aux mêmes dates et heures. De préciser que la journée du vendredi de l'Ascension est une journée de congé imposée pour les agents concernés par la fermeture de leur service. Très bien, merci Madame Elouari. Y a-t-il des questions? Très bien, nous allons voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Personne, je vous remercie. Vote à l'unanimité. Madame Elouari, décidément ce soir, c'est votre soir. 5e point, c'est à vous. Effectivement. Alors, donc c'est la Convention territoriale globale avec la Caisse des allocations familiales, qu'on appelle maintenant la CTG. Donc, on va faire un petit historique. Alors, les CAF sont nés, donc les Caisses d'allocations familiales, sont nés de la volonté d'apporter une aide à toutes les familles dans leur diversité. Qu'ils prennent la forme de prestations monétaires ou d'aides permettant de développer les services, l'investissement des caisses d'allocations familiales témoigne d'un engagement de la collectivité dans une visée universelle pour accompagner le développement de chaque personne dès sa naissance par une présence et un soutien dans son parcours de vie, accentuant s'il le faut son aide lorsque la famille est dans la difficulté. La branche famille est ainsi présente auprès de chacun, tout au long de la vie, auprès de chaque parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité, pour concilier vie familiale, vie professionnelle, accueil des enfants et des jeunes. La lutte contre la pauvreté sont les domaines prioritaires de l'intervention des CAF, qui prend la forme d'une offre globale de services. Dédiée initialement à la famille, la branche s'est vue progressivement confier des missions pour le compte de l'État et des départements qui représentent une part importante de son activité. Il y a 4 missions emblématiques de la branche famille qui sont fondatrices de son cœur de métier. L'une des missions, c'est aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. La deuxième mission, c'est faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes. La troisième mission, créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle. Et enfin, la quatrième mission, accompagner des familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. Pour accompagner le développement de celles-ci, les CAF collaborent depuis l'origine avec leurs partenaires de terrain, en premier rang desquels les collectivités locales. Les communes sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et sociales, au titre de leur clause de compétence générale à leur permettre de répondre aux besoins du quotidien et des citoyens. Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d'habitants et par de nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent et la réponse à celles-ci passe par la volonté des acteurs locaux. À ce titre, la CAF entend poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s'engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. Dans ce cadre, la Convention territoriale globale, la CTG, est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d'un plan d'action adapté. Véritable démarche d'investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le développement et l'adaptation des équipements et services aux familles, l'accès aux droits et l'optimisation des interventions des différents acteurs. La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d'intervention suivants: la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'accès aux droits et aux services, l'inclusion numérique, l'animation de la vie sociale, le logement, l'handicap ainsi que l'accompagnement social. Elle s'appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les différents schémas départementaux, comme le schéma départemental des services aux familles et de l'animation de la vie sociale, la stratégie de lutte contre la pauvreté, la pauvreté. Elle s'appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les différents schémas départementaux, schéma départemental des services. Là, je suis en train de répéter, je suis désolée. Je suis en train de relire ce que je viens de lire. Excusez-moi.
Les objectifs communs de développement et de coordination des actions peuvent concerner l'accès aux droits et aux services, l'accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l'accès et le maintien dans le logement, l'aide à domicile des familles, la médiation familiale, la lutte contre l'exclusion, l'accompagnement des familles en difficulté. C'est pourquoi, dans la perspective d'intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées ci-dessus, au plus près des besoins du territoire, la CAF des Yvelines et la commune de Mézières-sur-Seine souhaitent conclure une convention territoriale globale pour renforcer leurs actions sur les champs d'intervention partagés. Il faut préciser que cette CTG s'inscrit dans la continuité des conventions conclues les années précédentes, notamment le contrat enfance-jeunesse. On arrive à la fin. Considérant l'intérêt que la commune ait de continuer à bénéficier de l'accompagnement de la Caisse d'allocation familiale pour les services et prestations déployés pour sa population, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la Convention territoriale globale 2021-2024 et d'autoriser le maire à la signer et à en suivre l'exécution. Il y a la pièce annexe que vous avez reçue. Ouais. Exactement. Y a-t-il des questions sur cette délibération ô combien importante et si longue à présenter? Bien, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Je vous remercie. 5e point, voté à l'unanimité. Et j'annonce au public ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent que pour ce 5e point, nous avons vu l'arrivée de Madame Blanche Gall, qui du coup a pris part au vote pour ce 5e point. Non mais... vraiment à Gargenville, le premier... Ce n'est pas grave. Franchement, c'est compliqué. 6e point, acquisition des parcelles nécessaires à la sécurisation de la rue de Chauffour. Mesdames, Messieurs, début novembre 2020, à la suite d'épisodes de pluie et de vent importants, des arbres sont tombés sur la chaussée de la rue de Chauffour. Heureusement, sans dommages humains. Par arrêté en date du 21 octobre 2020, des mesures d'urgence ont été prises pour sécuriser le passage de cette voirie. Puis grâce au soutien de la communauté urbaine, le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, des professionnels des Fronts Rocheux, a été missionné pour identifier les risques persistants et les mesures à mettre en œuvre pour y remédier. A été ainsi mis en évidence la nécessité notamment d'un traitement par coupe de la végétation du coteau. Or, les terrains boisés, étant à l'origine du risque, sont tous des propriétés privées. Il s'agit là de petites parcelles inconstructibles de par leur situation et non entretenues. De plus, pour que les mesures édictées soient effectuées de manière cohérente, un traitement d'ensemble serait plus pertinent. La communauté urbaine et le département des Yvelines ont tous les deux été sollicités pour intervenir dans ce dossier, mais se sont déclarés incompétents. La situation relevant de la commune du fait des pouvoirs de police du maire. Aussi, des démarches ont été entreprises envers les différents propriétaires des parcelles afin de les informer de leurs responsabilités concernant les dommages susceptibles de continuer à se produire, du fait de l'absence d'entretien de leurs parcelles et invitant ceux qui le souhaitent à céder ces parcelles à la commune à l'euro symbolique. Ces achats de parcelles sont nécessairement une charge pour les collectivités. Face aux risques et à l'enjeu que représente cette situation, tant concernant la circulation des administrés sur cette voie principale qu'en termes de dommages humains, il convient que la commune assume la sécurisation à long terme de ce coteau. Cela ne sera réalisable que si la commune devient propriétaire de ces parcelles. C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'il est soumis aux membres du Conseil la proposition d'acter l'achat de ces parcelles à l'euro symbolique, quelle que soit leur surface, avec prise en charge de tous les frais liés à leur acquisition, puis l'exécution des mesures d'entretien telles que mis en évidence dans le rapport du CEREMA. Bien évidemment, ceci sera mis au budget 2022. Considérant que les parcelles sur lesquelles réside le danger pour la rue de Chauffour sont des parcelles privées, inconstructibles de par leur situation et entretenues, considérant que leur morcellement est de nature à nuire à toute tentative d'entretien cohérent sur le long terme, considérant qu'il est de responsabilité de la commune d'assurer la libre circulation sur les voiries communales, d'autant plus sur une voie telle que celle de la rue de Chauffour du fait de son aspect majeur pour le territoire, considérant qu'il est la responsabilité de la commune de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout dommage sur les voiries communales, considérant qu'en se substituant au propriétaire actuel des parcelles situées en surplomb de la rue de Chauffour, la commune ne tire aucun profit pour son compte ou pour le compte d'un tiers, il est proposé aux membres du Conseil d'acquérir les parcelles cadastrées AA302, AA303, AA304, AA305, AA306, AA307 et AA308, situées dans le lieu dit Bourlière, de fixer le prix d'acquisition à l'euro symbolique pour chacune de ces parcelles, quelle qu'en soit la surface,
de prendre à la charge de la commune tous les frais annexes, et notamment les frais notariés, de bornage et impôts, de dire que ces acquisitions sont effectuées afin d'y réaliser les travaux de sécurisation sur le court et le long terme de la rue de Chauffour située en contrebas. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui. Est-ce que vous savez à peu près le coût qu'aura l'entretien de ces parcelles pour sécuriser la côte de Chauffour? Absolument pas. Absolument pas. Pour la simple et bonne raison que il faudra faire un marché, en tout cas recontacter le CEREMA, puisque le CEREMA dans son étude nous dit qu'il faut de façon raisonnée tailler. Mais raisonner, ça veut tout dire et rien dire, donc on ne sait pas combien d'arbres à tailler, lesquels, donc il faudra les faire revenir quand on sera propriétaire. Et puis quand on les fera revenir, il faudra faire un appel d'offres pour savoir quel paysagiste peut entretenir à la commande du CEREMA, qui est le bureau d'études d'État, qui est plus compétent que nous. Voilà, donc à aujourd'hui, est-ce qu'il y en a pour 10 000, 15 000 ou 20 000? Je ne sais pas. Mais encore une fois, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est sûr. La sécurité des habitants a un coût, mais ne doit pas avoir de prix. Est-ce qu'il y a un... Monsieur Chevilla veut... Je le micro. Oui, je voudrais savoir aussi un peu si les propriétaires ont été contactés. Oui. On les a tous retrouvés. Oui. Donc la question de Monsieur Chevilla, c'est de savoir si les propriétaires ont été contactés, s'ils ont été retrouvés. Donc, à cette question, il y a de tête 3 biens vacants 100 mètres. Je regarde ma DGS en même temps. 2 biens vacants 100 mètres. Donc les mesures sont en train d'être faites avec les gens compétents. Et il y a 6 parcelles à acquérir. Sur les 6 parcelles, 5 nous ont répondu par la positive. Donc il n'en reste plus qu'un qui n'a pas encore répondu. S'il ne répond pas et qu'il n'y en a plus qu'un, on saura le traiter en même temps que nous, si je puis dire. Juridiquement parlant, est-ce que c'est bien à nous de faire ces travaux-là, alors que la propriété n'est pas à nous aujourd'hui? Donc la deuxième question... Abattre les arbres, faire le nettoyage, c'est nous qui allons l'assumer pour les propriétaires actuels. Là, alors, du coup, c'est ça. Du coup, la question de M. Chevilla, pour ceux qui nous regardent, c'est de dire est-ce que c'est bien à nous d'entretenir là où les propriétaires ne l'ont pas fait alors qu'ils auraient dû faire pendant des années. Vous avez totalement raison. Je le déplore. Il aurait été les responsabilités des municipalités précédentes que de mettre en demeure pour faire les choses. Sauf que ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on récupère un résultat dangereux pour la population. Donc, on peut le déplorer, on peut le critiquer. Mais à un moment donné, si on ne fait rien, on aura peut-être un mort un jour. Et je ne le souhaite pas. Donc c'est vrai que ça aura un coût, mais comme d'autres décisions qui ont été prises et qui ont un coût. Donc tant pis. Peut-on avoir une responsabilité juridique s'il arrive un problème dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, en disant c'est à vous maintenant, mairie, de ne plus entretenir, et donc c'est vous qui allez assumer les dégâts éventuels sur une route départementale et au-dessus sur une route qui est gérée par GPSE. Voilà, donc la question de M. Chevilla, c'est peut-on avoir aujourd'hui une responsabilité juridique? Alors ça, je ne suis pas juge, c'est le juge qui jugera s'il y a un mort un jour, en tout cas demain. Je ne parle pas de mort, je parle d'un déboulement. Oui, oui. Non, mais en tout cas, s'il y a un risque, mais voilà, c'est le juge qui jugera. Je pense qu'à aujourd'hui, ma réponse serait non, puisque nous n'en sommes pas propriétaires. C'est bien aux propriétaires de faire le nécessaire. Si un jour il y a un gros accident, en tout cas, tant qu'on n'en est pas propriétaire, c'est bien aux propriétaires qui seront responsables. Demain, dès lors où on va les acheter, ça sera bien nous qui aurons la responsabilité si jamais il y a un accident. Voilà. Donc c'est aussi, on prend aussi un risque à la place des gens, mais bon, en tout cas, le risque, en vérité, c'est moi qui le prends. Parce que celui qui ira devant le juge, c'est moi. Mais encore une fois, je pense que la sécurité des habitants, même si elle a un coût, elle ne doit pas avoir de prix. Et n'oubliez pas qu'à cet endroit-là, au-delà d'avoir des passes de parking et potentiellement casser une voiture, il y a surtout un arrêt de bus où il y a des collégiens qui sont là souvent. C'est le sens de ma question. Voilà. Donc on est même en train de voir avec le département pour nous accompagner financièrement, pour y mettre aussi un arrêt de bus fermé, de manière à aussi à essayer de sécuriser. Voilà. Donc je vous le dis, en complément de ce qu'on peut pouvoir faire. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Bien, nous allons prendre part au vote. Qui est contre? Monsieur Chevilla. Qui s'abstient?
Monsieur Varlet. Vote à la majorité. Point 7, instauration d'un pass musique pour l'année scolaire 2021-2022. Je vais laisser Monsieur Martin rapporter ce point, un point ô combien important. Merci beaucoup. Appuie sur ton Micro. Merci beaucoup, monsieur le maire. Pour rappel, lors du mandat précédent, les communes d'Épône et de Mézières-sur-Seine avaient un accord permettant aux Mézièrois inscrits à l'école de musique d'Épône de bénéficier des tarifs intramuros. Cet accord a été suspendu. Or, les activités musicales représentent un coût élevé pour les familles. Aussi, la municipalité souhaite déployer un dispositif permettant de soutenir financièrement les familles dont les enfants souhaitent acquérir des connaissances musicales. L'avis des administrés s'inscrivant désormais dans un périmètre intercommunal plus large, il convient d'étendre cette prise en charge aux lieux d'éveil musical situés sur l'ensemble des communes de la communauté urbaine. Ce dispositif est instauré à titre expérimental au titre de l'année scolaire 2021-2022. Son montant et ses modalités seront revus autant que de besoin pour les exercices suivants. Aussi, vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, vu l'avis de la Commission vie associative, loisirs, sport, culture, patrimoine, devoir de mémoire et commerce du 17 novembre 2021, considérant que la municipalité souhaite encourager la découverte et la pratique musicale des enfants de la commune, considérant que la commune ne dispose pas d'équipement ou d'association en la matière et entend donc soutenir financièrement les familles qui inscrivent leurs enfants sur une structure située sur le territoire communautaire, il est proposé aux membres du Conseil d'instaurer un pass musique d'un montant de 50 € par enfant de moins de 18 ans, domicilié sur la commune de Mézières-sur-Seine, sur production d'une facture montant minimum 50 €, réglé auprès de tout établissement ou association situé sur le territoire de la commune urbaine Grand Paris Seine-et-Oise pour des cours de musique délivrés au titre de l'année scolaire 2021-2022. De dire que le montant total de cette participation sera inscrit au budget communal 2022 et versé à ce titre aux familles en faisant la demande dans le courant du mois de mai 2022. Très bien. Merci, Monsieur Martin. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Madame Noll. Quand on en a discuté entre nous par rapport au mandat précédent, il y avait quand même eu 60 000 € qui avaient été donnés à l'école de musique d'Épône. Je pense ne pas me tromper, enfin, c'est ce qu'on a eu comme souvenir. Et voilà quoi. Donc le tarif intramuros, il découlait de là. Et pourquoi ils ne le font plus? Quand vous dites, je suis curieux Il y d'avoir... avait une participation apparemment de 60 000 € qui avait été donnée dans les mandats précédents. À la construction? À la constitution de l'école de musique, ça? On avait participé à la construction, dans nos souvenirs, c'était Participation. Et du coup, il y avait un tarif qui était le même pour Mézières, finalement. Ah bon? Ah ben on va regarder ça, parce que je ne vous cache pas que, notamment à Épône, le fait qu'il y ait des tarifs extramuros pour les Mézièrois, et surtout des tarifs extramuros sans palier de ressources, vraiment très chers, m'a un peu agacé. J'ai essayé d'avoir gain de cause avec la ville d'Épône sur ce sujet, je ne l'ai pas eu, mais du coup on va creuser ce que vous venez de dire, parce que je ne le savais absolument pas. C'est en parlant entre nous, moi je ne savais pas non plus quand j'étais dans la commission. Vous savez l'année où... C'était quoi? C'était 2018-2019 j'imagine, à la construction. La dernière année de mandat, Donc 2019. Bon, je regarderai parce que je n'avais pas vu passer ça dans le budget, donc, mais ok. à vérifier, mais... On va vérifier. On avait eu les mêmes tarifs. J'espère que du coup ce don de 60 000 € a été, en tout cas cette participation à la ville d'Épône a été actée avec une espèce de convention, un truc comme ça pour... Il semble me souvenir que c'était un rattrapage de quelque chose qu'on devait. Ah oui, ah bah là c'est pas la même. Voilà. Donc d'où l'importance de la somme. Ça, j'avoue que... Bon, On va vérifier nous, ça. ouais, nous regarderons, parce que je vous casse pas que ça me paraît bizarre. Je sais qu'il y avait eu un arriéré du temps. Il y avait eu un arriéré qui était assez important. C'est ça que j'ai en tête. Mais 60 000 €, je pense pas qu'il y avait 60 000 €. Moi j'avais 30 000 en tête, mais ok. Bon. En tout cas, on regardera. Merci de l'information.
Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Bien. Oui, monsieur Chevillard. Pourquoi se limiter à un pass musique? Alors, pourquoi se limiter à un pass musique? Bonne question. Puisque, comme on l'a dit dans la délibération, pour tout ce qui concerne le reste de la culture, le théâtre, la peinture, nous avons sur notre commune une association, en l'occurrence, qui donne ces cours. La seule chose dont on n'a pas, c'est la musique. Et le cheval? La natation. On va retrouver. Oui, après, on peut aller loin, mais... Je ne sais pas, c'est pas grave, c'était mon enfant qui va aller à l'école du cirque à Aubergenville, pourquoi pas? Écoutez, proposer à la majorité de participer au cirque. Je pose une question, vous avez la réponse ou pas? Oui, non, aujourd'hui, parce qu'on a eu des demandes d'habitants légitimes qui font sur notre territoire de la musique. La musique reste une culture, à mon sens, importante pour les enfants. Après, en effet, ceux qui font le choix de mettre leurs enfants La natation aussi. à la natation ou... Les enfants, c'est important qu'ils sachent nager. Oui, bon, il y a un dispositif de l'éducation nationale pour savoir nager. Il y a des Bon. cours. Il y a un dispositif savoir nager qui va jusqu'à la fin de 3e. On n'apprend pas à nager. On Non, apprend à ok. parler dans le papa. Bon, ok. Je note. D'autres interventions sur le sujet? Je vois que le passe musique fait parler. Bon, merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Madame Nold. Merci. Donc ça ne sera pas vérifié. Qui ne prend pas part au vote? Merci. Vote à l'unanimité. 8e point, il est pour moi, groupement de commande avec la commune des Bonnes pour la réalisation des études dans le cadre de Petite Ville de demain. Le programme Petite Ville de demain offre à Épône et Mézières-sur-Seine l'opportunité de définir leur projet de ville. Les deux villes formant une seule unité urbaine de plus de 10 000 habitants, elles partagent des problématiques et des ambitions communes au sein d'une même communauté urbaine. Notamment, on le sait tous, le quartier de Gare. Aussi, il est proposé d'approuver une convention de groupement de commande pour la désignation du prestataire qui assurera la définition et la mise en œuvre des études et des plans d'action nécessaires à l'élaboration des projets de ville d'Épône et Mézières-sur-Seine. Le choix d'un seul prestataire constitue une garantie d'efficacité et de cohérence de ces études. Le marché lui-même sera composé de 4 missions. Première mission, diagnostic stratégique, analyse du fonctionnement urbain, économique et social. Deuxième mission, projet de développement urbain, enjeux et orientation. Troisième mission, un projet de ville pour chaque. Quatrième mission, rédaction des avenants de la convention ORT, qui est l'opération de revitalisation du territoire. La commune d'Épône est désignée coordinateur du groupement par la convention et a en charge la procédure de passation du marché public. Une fois le titulaire désigné, et d'ailleurs si vous avez lu assidûment la convention de groupement de commande, le titulaire sera désigné en commission d'appel d'offres et commission d'appel d'offres qui sera réunie avec les deux communes, la commission d'appel d'offres des deux communes. Chaque commune signera le marché pour son propre compte et ses besoins propres. Il s'agit juste de choisir ensemble le prestataire qui aura la cohérence de faire les études sur nos deux communes. Chaque membre du groupement s'assure de la bonne exécution du ou des marchés pour ce qui le concerne et applique les modalités de paiement qui seront inscrites au cahier des charges du marché à conclure. Les modalités de fonctionnement du groupement de commande sont fixées dans la convention. Il est rappelé que ces études peuvent bénéficier de financement, notamment auprès de la Banque des Territoires, puisque, et je vous l'avais déjà dit dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, sur beaucoup d'études, la Banque des Territoires peut financer entre 80 à 100% des études. Considérant l'intérêt pour la commune en termes de cohérence et d'efficacité de se grouper avec la commune d'Épône pour le portage de la procédure de mise en concurrence en vue de la réalisation d'études de définition et de mise en œuvre des projets de ville dans le cadre du programme de Petite Ville de demain, il est proposé aux membres du Conseil d'adhérer au groupement de commande pour la définition et la mise en œuvre des projets de ville des communes d'Épône et de Mézières-sur-Seine, d'approuver la convention de groupement de commande en conséquence, d'autoriser le maire à signer la dite convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ces décisions, d'autoriser le maire à solliciter toute demande de subvention pour la réalisation de ce projet auprès de la région, du département, ainsi que de l'État et de la Banque des Territoires dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Y a-t-il des questions? Très bien, nous allons voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Très bien,
les 4 de l'opposition. Merci. Voté à l'unanimité. 9e point, modification du tableau des effectifs. Création de postes, suppression et mise à jour générale avec numérotation. Comme évoqué lors des derniers conseils municipaux, il s'est avéré nécessaire de rechercher l'historique de chaque poste de travail afin de mettre à jour le tableau des effectifs communaux. Après recherche des délibérations et recoupement avec le tableau des effectifs tel qu'indiqué réglementairement lors de la publication des budgets, un état des postes existants a été établi. Les postes à supprimer ont ainsi été identifiés. Leur suppression a été soumise au comité technique pour avis. Il s'agit des postes suivants: attaché territorial, poste de catégorie A à temps complet, adjoint administratif à temps non complet de 30 heures hebdomadaires, technicien principal de 2e classe, poste de catégorie B à temps complet, adjoint technique, poste catégorie C à temps non complet de 25h30 hebdomadaires, animateur principal de 1re classe, poste de catégorie B à temps complet, adjoint du patrimoine principal de 2e classe, poste de catégorie C à temps non complet de 30 heures hebdomadaires, et ADSEM principal de 1re classe, poste de catégorie C à temps non complet de 30 heures hebdomadaires annualisées. Les postes restants ont bien évidemment été numérotés, vous les avez tous. Enfin, il convient de créer les postes suivants, venant en substitution parfois ou manquant dans l'organisation actuelle du service, à savoir rédacteur principal de 1re classe, poste de catégorie B à temps complet, rédacteur de catégorie B à temps complet, adjoint du patrimoine, poste de catégorie C à temps complet, adjoint d'animation à temps complet annualisé, adjoint d'animation à temps complet annualisé. Enfin, il est proposé de renouveler un poste en apprentissage en administration générale en autorisant la signature d'un nouveau contrat en vue de l'obtention d'un master sur une durée de formation de 2 ans, donc master 1 et 2. Donc, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour le tableau des effectifs communaux, d'une part en supprimant les postes excédentaires ou remplacés par délibération antérieure, d'autre part de créer les postes nécessaires au remplacement de certaines suppressions et enfin de procéder à une numérotation des postes ainsi consolidés au sein de la commune. Il est proposé aux membres du conseil de supprimer tous les postes que je vous ai cités juste avant, donc 7, pardon pour le micro et pour ceux qui nous écoutent, et de créer les postes que je vous ai cités aussi, donc 5, de renouveler le contrat d'apprentissage pour 2 ans, de dire bien évidemment que les conséquences financières de ces modifications sont sans impact sur les ouvertures de crédit et sont au budget de la commune, de procéder à la numérotation de l'ensemble des postes de la commune conformément au tableau que vous avez toutes et tous reçu et qui est dans la note de synthèse. Y a-t-il des questions? Madame Nolde. Ça ne me paraît pas beaucoup de suppression par rapport au nombre de départs qu'il y a eu dans les employés de mairie. Là, vous faites 7 suppressions et 5 créations, ça fait que 2 suppressions en négatif. Par rapport à tous les départs, ça me paraît léger. Alors, quand il y a eu des départs, ils ont été remplacés. Oui. Et du coup, si vous analysez, parce que vous connaissez un peu la commune, avant vous étiez aux commandes de cette commune, si vous analysez, vous savez bien qu'il y a eu seulement 2 départs que nous n'avons pas remplacés. D'où l'écart entre 5 et 7. Bien évidemment, on est en conseil municipal, en séance plénière et publique. Je ne peux pas citer le nom des agents, mais je pense que vous les connaissez certainement mieux, et je l'espère que certains des conseillers municipaux de la majorité. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des créations, vous n'avez pas fait les suppressions au conseil municipal suivant, comme ça se faisait avant, et c'était très bien pour qu'on puisse arriver à suivre. Là, c'est nettement plus difficile. Alors, vous avez ma parole que dorénavant, ce sera comme ça, mais je vous l'avais dit, il y avait un gros travail de recherche et de numérotation, chose qui a été faite, qui a pris un peu de temps, mais vous savez qu'on a changé de directrice générale des services, qu'il y a eu pas mal de choses à mettre en place, et que notre priorité n'était pas là. Voilà. J'entends que vous souhaitez davantage de pouvoir suivre. Malgré tout, tous les postes créés en remplacement, où tout est passé en conseil municipal. Donc, et là, vous avez tout sous les yeux, des postes. Donc voilà. Et malgré tout, il y a de mémoire 2,2 millions de masse salariale dans le budget. Nous restons dans les 2,2 millions votés et annoncés. Donc qu'on crée 15 postes ou 10 postes ou 3 postes, il y a un budget, on reste dedans. Voilà. Je vous remercie. D'autres questions? Bien. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Da, Madame Go et Monsieur Adichad. Donc vote à l'unanimité. Je vous remercie. Il y a personne ne prend pas part au vote. Parfait. 10e point, encore pour moi. J'en ai pas oublié un là? Non.
10e point, instauration du télétravail. Le télétravail est une forme d'organisation. C'est pas facile comme ça. Le télétravail est une forme d'organisation du travail utilisant les technologies de l'information et de la communication et dans lequel les fonctions qui auraient pu être réalisées dans les locaux de l'employeur sont effectuées hors de ces locaux. Depuis le premier confinement en mars 2020 jusqu'à l'été 2021, la commune a été contrainte, conformément aux mesures nationales, d'imposer des périodes de télétravail aux agents communaux exerçant une activité essentiellement dans le domaine de l'administratif. Pour y parvenir, elle a dû déployer des outils et des processus de travail adaptés, PC portable et non plus des fixes, accès à distance via des VPN sécurisés, organisation de circuits de documents dématérialisés et puis installation de la fibre optique dans la mairie. Cette période particulière a ainsi rendu possible ce nouveau mode de travail pour des agents de la commune qui, pour certains, y voient un intérêt à continuer à en bénéficier. En effet, le télétravail apporte une plus grande efficacité dans les tâches nécessitant de la concentration ou un environnement plus au calme, pour les réunions en visioconférence notamment. Il permet également la poursuite de l'activité, même en cas d'indisposition passagère, par exemple cas contact Covid, par exemple, voire de blessures sans conséquence sur l'activité pratiquée, mais rendant les déplacements hors domicile impossibles. Enfin, il peut apporter un confort dans la vie quotidienne pour les agents résidant loin de leur lieu d'activité. À ce titre, il participe à la volonté communale de développer des outils œuvrant pour l'écologie du fait de la réduction des déplacements urbains. Conçu comme une mesure d'amélioration des conditions de travail, le télétravail de droit commun, c'est-à-dire hors période Covid, est un choix individuel. Il revêt un caractère volontaire pour l'agent et ne peut donc pas lui être imposé, sauf circonstances particulières. Les textes encadrant ce dispositif ont beaucoup évolué du fait de la période que nous venons de vivre. Pour le rendre effectif sur la commune, le Conseil doit délibérer sur un règlement en encadrant le fonctionnement du télétravail au niveau local. Il convient de préciser que les représentants du personnel siégeant au sein du comité technique ont émis un avis défavorable au projet pour la raison suivante, que je vous lis. Les représentants regrettent que la collectivité n'instaure pas dans son projet l'indemnité prévue par le décret 2021-1123 du 26/08/2021. À ce sujet, il est rappelé que les collectivités ont la possibilité d'instaurer ou non cette allocation forfaitaire de télétravail en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Et me concernant, je n'ai pas souhaité indemniser les agents qui demanderaient et à qui on accorderait une journée de télétravail par semaine. Considérant qu'il convient de proposer aux agents communaux le sollicitant la possibilité d'exercer une partie de leur activité en télétravail, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter le règlement instaurant le télétravail au sein de la commune. Vous l'avez tous eu en pièce jointe numéro 7 et la Commission Affaires Générales l'a approuvé au 15 novembre. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Chevillat. Qui ne prend pas part au vote? Je vous remercie. Voté à l'unanimité. Point 11. Création d'un conseil des citoyens. Encore un point très important. Monsieur Padeloup, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, pour cette délibération, je tiens à remercier Thomas Alberstadt qui a l'initiative de ce point, de ce travail de fond. Donc, je vais vous lire... je vais vous rapporter tout ça. Donc, la municipalité de Mézières-sur-Seine souhaite se doter d'un nouvel organe de participation citoyenne en lieu et place du Conseil des sages préexistant. L'objectif est de disposer d'un organe plus représentatif de la population de la commune et aux missions élargies. L'enjeu est de répondre à la demande croissante des citoyennes et des citoyens de notre pays d'être des acteurs de la vie démocratique en dehors des seuls épisodes électoraux, demande qui s'est par exemple massivement exprimée lors du récent grand débat national. La réponse à cette demande au niveau communal passe par la mise en œuvre d'instances et d'outils de gouvernance partagés pour réfléchir et émettre des préconisations sur l'action publique municipale, mais aussi par le renforcement du pouvoir d'agir des citoyens en encourageant et en accompagnant leurs projets. Cela vise à donner du sens à l'engagement citoyen, à permettre l'émergence de projets destinés à améliorer le cadre de vie commun et donc favoriser le bien vivre ensemble. La municipalité souhaite ainsi mettre en place un conseil des citoyens dont les 20 membres et leurs suppléants seront tirés au sort sur les listes électorales de la commune dans le but de permettre une représentativité de sa composition en termes de parité homme-femme, de diversité d'âge et de diversité géographique de résidence dans la commune. Les habitants tirés au sort n'auront pas l'obligation d'accepter de participer à ce conseil,
mais y seront fortement incités. Ce Conseil des citoyens sera intégralement renouvelé tous les 2 ans et sera encadré par Monsieur le maire et un élu référent. Il aura pour mission principale d'émettre des avis consultatifs sur tout sujet concernant la vie de la commune, sur saisine de la municipalité ou par autosaisine, et disposera également d'un budget participatif d'investissement alloué chaque année par le conseil municipal. Le Conseil des citoyens aura une gestion autonome de ce budget participatif pour financer les projets de son choix qui seront néanmoins obligatoirement validés en conseil municipal. Si le Conseil des citoyens aura vocation à jouer un rôle important dans la vie communale, permettant ainsi l'expression d'une forme de démocratie participative à Mézières-sur-Seine, ce Conseil ne saurait se substituer au travail des élus dont la légitimité relève du suffrage universel. Bien évidemment. Évidemment, les modalités précises de ce fonctionnement sont définies dans une charte adossée que vous avez reçue en annexe. Donc, considérant que le Conseil des citoyens, en tant que nouvel organe de participation citoyenne, s'inscrit dans une volonté d'associer les habitants à la prise de décision et de les rapprocher du fonctionnement des institutions, ce qui favorise une certaine vitalité démocratique, considérant que le pouvoir d'agir des habitants vient renforcer la modernisation de l'action publique et enrichir le travail des élus municipaux, il est proposé au Conseil municipal de dissoudre le Conseil des sages préexistants, d'entériner la création d'un Conseil des citoyens dont les modalités d'organisation sont développées dans la charte que vous avez reçue en annexe, d'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer les actes administratifs en découlant, et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer un tirage au sort des membres du Conseil des citoyens de manière publique. Merci Monsieur Padeloup. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Monsieur Pinchot. Plus qu'une question, c'est une remarque que j'ai déjà faite en commission, mais je vois qu'elle n'a pas été prise en compte. Et je voudrais que les Méziérois soient au courant qu'il existe une autre formule qui, à mon avis, est plus efficace que le tirage au sort d'un nombre forcément restreint de citoyens, qui d'ailleurs, tirés au sort, ne seront pas forcément volontaires pour s'exprimer sur les projets qui leur seront soumis. Donc, à cette solution, je propose toujours la démocratie directe par les outils d'échange, de dialogue et de vote en ligne. Et il me semble que sur ce projet, dont l'esprit est intéressant, il manque une remarque fondamentale qui est que tout dépend de la qualité de l'information qui permet aux citoyens de se faire une opinion éclairée et la plus objective possible des projets de la municipalité. Et par conséquent, moi je mettrai l'accent sur la qualité de l'information, donner à tous les Méziéroises et tous les Méziérois toutes les informations qui leur permettent de se faire une idée concrète et complète et objective des projets. Et la deuxième orientation que je préconiserais, donc, c'est la consultation de l'ensemble des habitants à travers les outils qui maintenant sont communs et auxquels les gens sont habitués. Il y a des référendums en ligne, il y a des outils d'échange et de dialogue, on les pratique, voilà. Donc moi je ne vois pas l'intérêt de restreindre la consultation à des citoyens tirés au sort. Très bien. Merci Monsieur Pinchot. Et avant que je vous réponde, Monsieur Berstadt voulait intervenir. Peut-être vous répondre d'ailleurs. Merci Monsieur le maire. Pour vous répondre, Monsieur Pinchot, sur le côté, sur les outils en ligne qui pourraient être utilisés, oui, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être rajouté, notamment pour que si les membres du Conseil des citoyens souhaiteraient avoir encore plus d'idées, et donc avoir recours à tous les habitants, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait utiliser. Après, sur votre critique concernant le tirage au sort, je pense qu'aujourd'hui, avec la crise démocratique qu'on vit en ce moment, avec de taux d'abstention records aux dernières élections, il faut savoir innover et essayer d'inclure tous les habitants à la vie municipale. Mais à part ça, moi ça me fait un peu sourire quand j'entends vos critiques sur ce sujet-là, puisque sous votre mandat, quand il y avait le Conseil des sages,
Il s'est plaint à de nombreuses reprises de ne pas être écouté par la municipalité, d'absence de réponse. Et nous, c'est tout ce qu'on souhaite éviter, parce que je pense que quand on fait appel à des gens en leur demandant de s'engager, il n'y a rien de pire qu'au final, on ne les écoute pas. Et je pense que ça peut être vraiment contre-productif pour la démocratie locale. Oui. Enfin, je voudrais quand même rappeler que c'est le conseil municipal qui a, dans tous les cas, le dernier mot, et ça a été rappelé par le maire à la commission à laquelle je fais allusion, et que écouter, c'est une chose, adopter l'avis qui est proposé, c'est autre chose. Et je crois que vous confondez un petit peu les deux. Hein, la consultation, on peut très bien écouter et ne pas suivre l'avis si on considère que l'intérêt général ne correspond pas à l'avis qui a été donné par tel ou tel citoyen. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Et pour compléter la réponse de M. Alberstadt, qui, je le rappelle, sera l'élu délégué et l'élu référent à ce conseil citoyen, et je le remercie aussi de ce travail. Pour vous répondre aussi, je sais qu'on peut toujours mieux faire, et peut-être que ce sera amendé, amélioré d'ici 2 ans, et peut-être que dans l'autosaisine ou la saisine, il sera proposé des référendums. Enfin, voilà. Et je l'espère, et tant mieux, si on arrive à faire vivre quelque chose de correct et un conseil citoyen animé. Vraiment, je le souhaite. Donc, c'est aussi au conseil citoyen, à un moment donné, de nous proposer les choses. Donc, on sera en capacité d'évoluer. Au lieu de critiquer, on a préféré agir, on a préféré faire. Et vous le savez, on a aussi été élu sur un programme. Ce conseil citoyen était dans notre programme. Donc, on met en place ce conseil citoyen. Et on le fera évoluer avec le temps. Et j'espère qu'il sera utile aux habitants qui seront tirés au sort. Oui, Madame Noll. Je voudrais rajouter quelque chose. On est quand même des élus qui ont été élus au suffrage universel. Oui, je l'ai dit. Mais nous, en tant qu'élus d'opposition, nous n'avons pas du tout les mêmes informations que les élus de la majorité. Déjà, si vous faites un conseil citoyen, là, les gens n'auront pas forcément... Ça sera exactement la même chose, n'auront pas forcément les mêmes renseignements. Nous, on n'a pas toutes les informations. Quand on veut avoir une information sur la ZAC de la gare, sur le quartier de gare ou sur la ZAC, vous nous dites d'attendre la réunion publique. Je trouve ça lamentable. Alors déjà, avant de faire un conseil citoyen, respectez déjà les élus. Et je pense qu'on vous a dit plusieurs fois cette chose-là. Ah, mais vous me le dites à chaque conseil. Oui, mais je vous le redirai. Parce que pourquoi faire un conseil citoyen? Parce que vos 20 membres titulaires, s'il y en a la moitié qui ne veulent pas y être, on va prendre des suppléants. On va prendre dans les suppléants. Et après, on va faire appel aux volontaires. Qui désignera les volontaires? Est-ce que ce ne sera pas plus orienté que le conseil municipal, puisque nous n'avons pas les mêmes informations? On n'est pas à égalité. Donc, ça ne sera pas plus à égalité dans un conseil citoyen, ou alors, je me trompe vraiment. Et je voudrais bien savoir quel montant de budget ils auront à gérer quand même. Alors, pour votre première intervention, ne présagez pas de l'avenir. Vous pourriez être déçu. Oui, mais moi, je vois déjà, on constate déjà ce qu'on vit. Oui, non, mais très bien, j'ai entendu. Et pour la deuxième, Thomas l'a dit, et dans les délibérations, c'est écrit, ce sera proposé dans le cadre de l'élaboration du budget. Donc, et vous le savez, il y a un débat d'orientation budgétaire sur lequel on proposera des choses. Et puis ensuite, il y a le vote du budget sur lequel on proposera des choses qui auront été le résultat de ce débat d'orientation budgétaire. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. C'est pas. C'est bizarre, vous l'avez annoncé au Conseil des sages. J'ai annoncé un souhait. Je peux annoncer un souhait. Oui. Au dernier budget, on avait mis, je crois, 5 000 €. Et on avait dit, dans le cadre de l'élaboration du budget, que ce Conseil des citoyens verra le jour dans le milieu de l'année. Mais on n'avait pas présagé des reconfinements, des choses. Du coup, on n'a pas pu le mettre en place en 2021. Donc ces 5 000 € n'ont pas été dépensés. Et j'espère que l'année prochaine, on mettra plus de 5 000 €. J'espère. Mais encore une fois, ça reste un souhait. Je ne suis que le maire. Vous êtes le conseil municipal et c'est vous qui allez décider de ce qu'on va mettre. Merci. Merci. Donc nous allons prendre part au vote. Qui est contre? Madame Nold, Monsieur Adichan, Madame Go. Qui s'abstient? Monsieur Pinchot. Vote à la majorité. Je vous en remercie. Renouvellement du groupement de commande avec le Centre interdépartemental de gestion pour l'assurance du personnel. Monsieur Padelou, je vous laisse rapporter.
L'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les centres de gestion à souscrire pour le compte des collectivités qui le souhaitent un contrat d'assurance statutaire couvrant les risques financiers liés à l'absentéisme de leurs agents dans le cadre de leurs obligations législatives et réglementaires, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service, etc. En 1992, le conseil d'administration a pris la décision de créer un contrat groupe et de le soumettre périodiquement à une mise en concurrence conformément à la réglementation relative à la commande publique. Ce contrat présente l'intérêt d'une mutualisation des risques et garantit aux prestataires d'assurance un portefeuille client pertinent. L'échéance du 9e contrat groupe est fixée au 31 décembre 2022. L'actuel contrat compte à ce jour 653 collectivités adhérentes, soit plus de 46 000 agents. CNRACL et plus de 2000 agents Ircantec. En plus de garantir une procédure juridiquement sécurisée, donner mandat au CIG permet à la collectivité d'accéder à une solution assurantielle clé en main et pérenne. En effet, l'expérience dans la passation des marchés publics et l'expertise du CIG dans le pilotage financier étroit des derniers contrats groupes ont permis de conserver les taux de cotisation sur la durée du marché. Aucune collectivité membre du contrat groupe n'a vu au cours des 8 dernières années son taux de cotisation augmenter pour cause de sinistralité dégradée. Cette absence de révision technique des taux était possible grâce au jeu de la mutualisation et au lissage du risque sur l'ensemble des collectivités adhérentes. Enfin, à l'appui de la prestation assurantielle, le CIG veille à ce que le prestataire inclue à son offre des services associés permettant aux collectivités de piloter et maîtriser l'absentéisme. Expertise, soutien psychologique, formation, etc. La commune soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurance peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être officialisée par une délibération permettant à la collectivité d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance. Présentation de la procédure. La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra 2 garanties. Une garantie pour les agents relevant de l'Ircantec, stagiaires ou titulaires à temps non complet ou contractuels de droit public, et une garantie pour les agents relevant de la CNRACL. La collectivité garde le choix de souscrire l'une ou l'autre des garanties, ou les deux. S'agissant des garanties pour les agents relevant de la CNRACL, la consultation prévoit autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents CNRACL, dont Mézières-sur-Seine. La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe, statistiques, assistance juridique, programme de soutien psychologique. Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la commune avant adhésion définitive au contrat groupe. À noter bien entendu que toutes les collectivités à l'issue de la consultation garderont la faculté d'adhérer ou non. Aussi, considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire, considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code de la commande publique, considérant l'intérêt d'une consultation groupée, il est proposé aux membres du Conseil de se joindre à la procédure de renégociation du contrat d'assurance groupe que le Centre interdépartemental de gestion va engager début 2022, conformément à l'article 26 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, et de prendre acte que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre ou non la décision d'adhérer au contrat groupe d'assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2023. Bien, merci Monsieur Padeloup. Y a-t-il des questions? Bon, c'est du standard. Parfait. Nous allons prendre part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Personne. Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Donc nous arrivons au point divers conformément au règlement intérieur. 2 personnes m'ont envoyé leurs questions 48 heures à l'avance. Avant de vous laisser la parole, madame, monsieur, sur vos 2 questions, je voulais juste vous rappeler quelques dates importantes sur le mois de décembre. Vous allez tous recevoir le magazine. Le 7 décembre, pour les élus, il y a le repas des anciens. Donc celles et ceux qui n'ont pas répondu et qui peuvent venir, n'oubliez pas d'y répondre. Et aussi pour les anciens qui nous regardent, n'oubliez pas de venir. Il y en a plus d'une centaine déjà qui ont répondu. Le 10 décembre, il y aura devant l'hôtel de ville l'illumination du grand sapin, une animation lumineuse sur l'hôtel de ville et la présence d'une chorale qui est issue des écoles de Mézières-sur-Seine. Donc c'est le 10 décembre. Au soir, me semble-t-il. Du 10 au 15 décembre, on aura la chance, l'opportunité d'aller faire de la patinoire
derrière la salle arc-en-ciel. Donc retenez vos agendas pour ceux qui veulent faire de la patinoire, donc ça sera durant le week-end samedi, dimanche. Le 16 décembre, il y aura le marché de Noël, 16h-20h, devant l'hôtel de ville avec des animations pour les enfants. Donc je crois qu'il y a comme l'année dernière, il y a des sorties de classe qui sont prévues avec des animations de rue. Père Noël, il y aura distribution de chocolat. Et puis le marché sera un peu plus gonflé que d'habitude. Je crois qu'on a prévu 10 exposants de plus que d'habitude. Donc retenez dans vos agendas toutes et tous, ça sera un bon moment. Et enfin, petite publicité pour l'association Les Amarres. Le 18 décembre, salle arc-en-ciel 21h, un spectacle. Il y a un prix d'entrée, je crois. Il est petit, mais 5 €. Merci. Et le 19 décembre, un autre spectacle, là c'est plus pour les enfants, me semble-t-il, c'est à 15h. C'est sport à Noël et c'est gratuit. C'est bien ça? Oui. C'est toujours les Amarres, bien sûr. Voilà pour mes points divers. Je vais laisser la parole en premier à Madame Nold. Allez-y, Madame Nold, c'est à vous. Oui, ma question est orale porte sur nos morts pour la France. Méritent-ils seulement des commémorations en alternance entre Épône et Mézières? J'ai bien reçu l'invitation pour la commémoration du 11 novembre 2021 qui a eu lieu à Épône et le centenaire de leur monument aux morts. Depuis le début de la pandémie du Covid, les commémorations sont faites en alternance entre nos deux communes, ce qui n'avait plus lieu d'être en ce 11 novembre 2021. Mais comment ne pas s'étonner que notre commune n'honore pas ses morts à chaque commémoration, ce qui se fait depuis 1922 par une prise d'armes, un dépôt de fleurs et la sonnerie aux morts au pied de tous les monuments communaux de France. Et nous, à Mézières, qu'avons-nous fait? Rien. Les morts d'Épône ne sont pas les morts de notre commune, même s'ils ont vécu les mêmes tourments. Quand l'appel aux morts est fait, il honore chaque nom des habitants de notre commune disparus lors des différents conflits. Nous sommes encore un certain nombre de familles méziéroises pour qui ces noms représentent plus que des noms gravés dans la pierre. Nous conservons encore le souvenir de leur histoire, des photos et de leur parcours chaotique pendant ces guerres. Aussi des Méziérois et des Épônois s'étonnent que toutes les commémorations ne soient pas effectuées au pied de nos monuments aux morts respectifs. Par ailleurs, en ce 11 novembre, les tombes de Mézières n'ont pas reçu le petit drapeau déposé de coutume par l'association du souvenir français. Pas de commémoration, pas de drapeau. Aussi, ma question est la suivante. Pourquoi ne pas honorer tous les morts pour la France de notre commune lors des différentes commémorations, comme ce doit être fait? Bien, merci Madame Nold. Donc je vais vous répondre, puisque vous m'avez envoyé votre question. Alors d'une part, sachez que ce choix de l'alternance a été effectué en début de mandat par nos deux communes et a ainsi été validé en l'état par Monsieur le sous-préfet. D'autre part, sachez qu'il n'y a pas de monument aux morts dans toutes les communes de France et heureusement, chaque fois qu'un conseil municipal le peut, il commémore ces dates importantes, parfois comme nous en se jumelant. En effet, les associations d'anciens combattants ont de plus en plus de difficultés à avoir des membres. Notre choix a donc été fait pour préserver ces membres bénévoles. Loin de nous l'idée de ne pas commémorer nos morts pour la France comme vous le prétendez. Mais vaut-il mieux commémorer en alternance entre Épône et Mézières-sur-Seine avec 150 personnes ou commémorer chacun dans son coin avec 40 personnes? En effet, mutualiser nous permet d'élargir la cérémonie à des administrés qui ne s'en seraient pas préoccupés si leurs enfants ne venaient pas chanter et ou commémorer avec nos conseils municipaux des jeunes respectifs. Aujourd'hui, Madame Nold, après avoir déplacé notre monument aux morts pour la France devant l'hôtel de ville, nous sommes fiers d'avoir mis en lumière ce devoir de mémoire. Aujourd'hui, avec des commémorations qui rassemblent, nous sommes fiers de notre choix de mutualiser. Pour conclure, Madame Nold, si vous souhaitez commémorer un membre de votre famille, mort pour la France, sachez également que vous êtes libre de le faire quand vous le voulez, et ce, n'importe où en France d'ailleurs. Je peux quand même vous répondre. On est deux communes distinctes, on a deux monuments aux morts. Le déplacement du monument aux morts a coûté quand même une somme rondelette d'environ 53 000 €. Je pense que... Oui. Ah, c'est rondelé. Oui, c'est gonflé. C'est bien arrondi. J'ai oublié les galets, les tailles des arbres et tout. Il y en a encore pour 4 300 €. Vous pouvez rajouter parce qu'on va les refaire retailler si vous voulez. Oui.
Mais quand on est capable de dépenser cet argent-là pour un monument aux morts, je pense qu'on peut faire une gerbe tous les ans au pied du monument aux morts. Avant, les cérémonies étaient faites en décalé, donc les habitants de Mézières pouvaient honorer leurs morts et les Épaunois pouvaient honorer les leurs. Et je trouvais ça normal. Très bien. Je vous ai entendu, nous Et vous je avons pense entendu. que j'ai eu beaucoup de retours et c'est ce que beaucoup de familles pensent. Très bien. Est-ce que Merci je peux Madame rajouter Nold. un En mot tout cas, je serais curieux si les familles nous regardent, qui viennent me rencontrer. Et en effet, si à un moment donné, il y a beaucoup de demandes de Méziérois qui veulent venir aux commémorations à Mézières-sur-Seine, on se reposera la question. Mais pour avoir, comme je l'ai dit, on préfère 100 fois avoir beaucoup plus de monde et mutualiser. En tout cas, à aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, nos choix entre Éponne et Mézières montrent qu'on a raison. Puisque à aujourd'hui, vous pouvez regarder sur les commémorations, il y a beaucoup de monde. Et on est content. Mais moi, je me dérangerai pas, c'est pas mes morts. Mais très bien. Désolée. Non, mais c'est pas vos morts, mais C'est pas les morts de dites-vous qu'on commémore les morts pour la France, Madame Nold. On ne commémore pas les morts pour Mézières-sur-Seine. Et je pense que Monsieur Pinchot, avec sa tribune, comprend, sa tribune que j'ai lue sur vos réseaux sociaux, comprend ce que je dis. On commémore bien les morts pour la France. Et ce que vous dites m'exaspère quelque peu, voyez-vous. Mais quand on cite les noms des morts, on cite bien les noms des familles de Mézières qui sont morts pour la France. Très bien. Merci Madame Nold. On peut aussi rajouter quand même que cette réunion n'a pas eu lieu qu'avec les élus d'Épône. Il y avait les 3 fédérations, les 3 associations étaient là. N'est-ce pas, Jocelyn? Donc ça veut dire que cette réunion, elle n'a pas été faite entre élus. Il y avait aussi des anciens combattants de présents. On a travaillé avec eux, ça s'est pas fait comme ça. Il y a certains anciens combattants qui se sont dérangés au monument aux morts 11 novembre et qui ont été surpris qu'il n'y ait rien. Parce que là, les impératifs du Covid, il n'y avait rien cette année. Donc ça pouvait être fait à Mézières. Très bien. Vous avez choisi de les mutualiser. Moi, je ne me dérangerai jamais à Épône. Voilà. Très bien. C'est votre choix, Madame Je Nold. pense que les Épaunois ne sont pas plus contents que nous. Très bien. Merci. Monsieur Da, vous aviez eu plusieurs questions. Je vous laisse les lire. Parlez bien devant le micro, surtout. Monsieur le maire, ce n'est pas plusieurs questions, c'est des questions. Aujourd'hui, lors du conseil municipal, le conseil municipal s'est prononcé sur 3 recrutements. Même si je ne sais pas bien précisé, mais il y avait 3 recrutements, un à ASEM, en alternance, un directeur adjoint et un responsable périscolaire, dont j'ai décidé bien évidemment de m'abstenir. Concernant la maternelle, ma question est de savoir si le recrutement d'une apprentie est-il suffisant pour pallier au manque des ASEM dans nos écoles maternelles, dont celle de la Villeneuve, bien évidemment, parce que j'habite. Est-ce qu'il n'est pas judicieux de recruter un ASEM en CDD, en plus d'une apprentie, qui, disons-le, l'apprenti est en parcours de formation, donc 1 semaine sur 2, dont sous, bien sûr, la tutrice d'un ASEM qui est en poste, et qui donc aura moins de temps pour s'occuper vraiment des enfants. Deuxième question, concernant la périscolaire, est-ce que le recrutement d'un directeur adjoint, en plus de celui d'un responsable périscolaire, est-il vraiment nécessaire et opportun alors que nous avons des classes en surnombre au niveau de la maternelle, donc bien évidemment besoin des ASEM et des animateurs. Merci bien. Merci Monsieur Da. Alors je vais essayer de tout répondre et tout synthétiser. D'une part, concernant les ATSEM en maternelle, sachez que nous n'avons pas créé le poste ce soir. Ce poste a été créé en juillet dernier. Donc, vous avez du mal comprendre la délibération, on n'a pas créé le poste ce soir. Ce dernier, malgré tout, il reste dans le tableau des effectifs car il est vacant suite à la démission de l'apprenti recruté, qui ne s'était pas rendu compte que la Villeneuve, c'était quand même loin de la gare, qui n'était pas véhiculée. Donc du coup, elle a souhaité partir. Depuis des années, il y a 3 classes de maternelle à Mézières-sur-Seine, à la Villeneuve, avec 2 ATSEM. Et ça, c'est depuis des années. M'étant renseigné auprès du ministère de l'Éducation nationale, avoir une ATSEM par classe n'est aujourd'hui pas une obligation. Cela va même à l'encontre, d'après
les professionnels de l'éducation nationale que j'ai rencontrés, avec Mme Elouari par ailleurs, cela va même à l'encontre de l'apprentissage à l'autonomie pour les dernières sections de maternelle, qui vont passer en CP, et du coup, quid d'une ATSEM, d'une ATSEM pour une classe en dernière section. En tout cas, l'éducation nationale nous a dit qu'il y avait plein d'écoles qui n'en mettaient pas. Malgré tout, nous avons cependant créé le poste d'apprenti ATSEM pour anticiper nos besoins futurs, donc former l'avenir, puisqu'on sait qu'on aura des ouvertures de classe et des ouvertures d'école. Mais également apporter de l'aide à nos ATSEM. Je déplore bien sûr que le poste soit vacant, et sachez que nos services restent dans l'attente de candidature. Donc s'il y a des Méziérois qui nous regardent et qui ont envie d'être ATSEM, nous recrutons toujours l'apprenti ATSEM. Quant à votre question sur les 2 postes de directeur adjoint du périscolaire, ils vont en remplacement de 2 agents de même fonction, mais pas de même grade. C'est notre choix de ne pas recruter 2 agents de l'animation, mais bien de recruter 2 directeurs adjoints. Pourquoi ? Parce qu'il nous est important que ces futurs agents, qui je rappelle, ont la même fonction mais pas le même grade que ceux que nous remplaçons, aient le grade suffisant pour remplacer le directeur en place qui doit parfois, je vous l'apprends peut-être, mais poser des congés et des RTT, avec en plus un service qui fonctionne toute l'année et pour rappel, à partir de 2022, qui va même fonctionner au mois d'août. Donc sachez que réglementairement, à aujourd'hui, notre directeur enfance-jeunesse ne peut pas poser de congé, parce que sinon on ferme le périscolaire. Donc il est important que dans le cadre de ces remplacements de ces 2 agents qui sont partis, nous prenons la décision, et c'est aussi sa décision à lui de s'organiser ainsi, que d'avoir un adjoint pour le bas et un adjoint pour le haut, qui seront en capacité de le remplacer pour les RTT, et voilà. Maintenant, je comprends votre question sur les ATSEM. Elle fait en tout cas, on en a longuement discuté avec Mme Elouari. Aujourd'hui, il y a 2 ATSEM pour 3 classes, avec une apprentie toujours en cours de recrutement. J'espère qu'on va la recruter. Et voilà. La problématique, ce que j'ai dit à Mme Elouari, c'est que on pourrait aussi se dire, l'ATSEM apprentie, on ne la trouve pas, du coup on va prendre une ATSEM. Mais comme je vous l'ai dit, notre volonté, ce n'est pas d'avoir, là où en bas, ils ont 3 classes aussi en bas. Et ils ont 2 ATSEM, une apprentie. Donc on a voulu les quitter, on a mis 2 ATSEM, une apprentie en haut. C'est tout. Après, on ne trouve pas d'apprenti, on ne trouve pas d'apprenti. Je ne suis pas magicien. On en avait une, d'ailleurs, qui n'a pas été recrutée par moi, qui a été recrutée avec une ATSEM professionnelle et la directrice. Elle n'est pas restée. Parce que oui, la Villeneuve, c'est loin. Et recruter peut-être une apprentie, alors peut-être que CAP, il faut peut-être taper plus haut, j'en sais rien. Mais ça paraît difficile aujourd'hui. Voilà. Conformément au règlement intérieur, n'ayant plus de points divers, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Le conseil municipal est clos. Merci.